Nous allons voir dans cette vidéo le corrigé de l'exercice fait en salle TP122. L'objectif derrière l'exercice est de configurer le routage dynamique OSPF V2. Donc OSPF V2 est un protocole de routage dynamique intérieur à état de lien. C'est un protocole qui est assez performant car il utilise une métrique qui est assez cohérente par rapport à celle de RIP V2 qui se base sur le nombre de sauts. C'est aussi un protocole qui permet de bypasser toutes les limites du protocole RIP V2. Néanmoins, c'est un protocole qui est assez complexe en termes de configuration. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de notions à connaître pour pouvoir gérer, administrer un réseau sous OSPF. Donc nous allons voir au niveau de cette vidéo la configuration de OSPF au niveau de cette topologie. Donc nous avons 5 sous-réseaux au niveau d'une même zone. Donc au niveau de cet exercice, on va travailler sur la zone backbone uniquement. On verra par la suite d'autres topologies où on a une topologie où il y a plusieurs zones. Donc du moment qu'on a une seule zone, donc il n'y a pas, la notion de routeur de bordure, de routeurs reliés au système autonome, etc. Donc on a des routeurs BR et IR. Ce sont des routeurs internes. Et des routeurs BR parce que ce sont des routeurs qui appartiennent au backbone ou bien à la zone fédératrice. Donc nous avons aussi le plan d'adressage qui est donné pour gagner du temps. Donc on s'est familiarisé avec le découpage dynamique, on a fait beaucoup d'exemples. L'idée derrière l'exercice, ce n'est pas de tarder au niveau du sous-adressage, mais de comprendre ce qui se passe au niveau de ce protocole et comment réussir à configurer une topologie complète. Donc, comme j'ai dit, c'est une topologie qui comporte 4 routeurs qui sont reliés entre eux. Et chaque routeur est relié à un équipement terminal, un PC, ou bien il passe par un commutateur. Donc, on a au total 5 sous-réseaux, comme au niveau du schéma. On a les adresses. On a aussi les adresses IPv4 de bouclage des 4 routeurs. On verra ce que c'est après. Et on a les identifiants des 4 routeurs qui sont donnés. Ce qu'il faut savoir, c'est que OSPF, au niveau d'un réseau à accès multiple, donc comme au niveau du sous-réseau 5, un réseau à accès multiple, c'est un réseau qui interconnecte plusieurs routeurs entre eux. Et donc on a plusieurs passerelles ici, comme vous le remarquez. On a 4 routeurs qui sont reliés entre eux. Et du moment qu'il y a beaucoup de routeurs, donc ça c'est un rappel, on l'avait dit au niveau du cours OSPF, donc, comme on a beaucoup de routeurs, il y a beaucoup d'adjacences qui vont se former. Parce que le principe de SPF, c'est de créer cette relation de voisinage avec les routeurs qui sont en face. Et donc, il y a aussi une table de voisinage qui est gérée par chaque routeur, ce qui n'est pas le cas de RIP V2. Donc, du moment qu'on a beaucoup de routeurs, donc pas deux, il y a beaucoup d'adjacences. Et s'il y a beaucoup d'adjacences, il y aura beaucoup de messages hello qui vont euh, être échangés entre les différentes adjacences, donc entre les différents routeurs. Et donc, pour pallier à ce problème, on avait dit que il fallait élire un routeur désigné, donc le DR, et un routeur backup désigné, donc un BDR. Et le DR, ça sera le routeur qui va répondre à toutes les requêtes des autres routeurs. Il sera adjacent à tous les autres routeurs. Les autres routeurs entre les DR-routeurs ne seront pas adjacents entre eux. Donc on va limiter le nombre d'adjacences et par la suite on va limiter le nombre de messages hello qui vont circuler au niveau du réseau. On a le BDR qui va remplacer le DR si le DR tombe en panne. C'est pour ça qu'il y a le routeur désigné si on veut adjoint. Alors, on va commencer à configurer la topologie. Donc, je l'ai déjà préparé ici. Donc, l'idée d'abord, c'est de configurer les interfaces, bien évidemment. On va aussi configurer les interfaces de bouclage. Ensuite, on va activer OSPF. Ensuite, on va vérifier que le ping marche. Donc, c'est le plus important, c'est qu'il y ait une connectivité totale. Mais aussi voir un peu le contenu de la table de voisinage et la table de routage. On commence par le routeur X.1. Enable. Configure terminal. On va configurer l'interface de bouclage. Donc une interface de bouclage au niveau d'un routeur, c'est une interface virtuelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas
ce n'est pas une interface physique comme les interfaces qu'on a l'habitude de configurer. Donc comme la Fast Ethernet 1/0, c'est une interface physique. Elle possède un port RJ45 femelle et donc c'est une interface qui existe réellement au niveau du routeur. Une interface virtuelle, c'est une interface qui est logique. Elle n'existe pas, mais elle a les mêmes caractéristiques qu'une interface physique. Un des cas d'utilisation de l'interface logique, c'est pour simuler un réseau. C'est-à-dire que si je configure une adresse IP au niveau d'une interface logique, je vais supposer qu'il y a un réseau local qui est relié au niveau à mon routeur. Et donc ça permet, c'est une interface qui est utilisée par exemple pour tout ce qui est test. Elle a aussi la caractéristique de ne jamais tomber en panne. C'est une interface qui est toujours up, contrairement à une interface physique qui peut tomber en panne. Donc pour la configurer, donc, il faut entrer en mode de configuration de l'interface de bouclage. Donc ça sera via la commande interface, puis suivi du mot-clé loopback. Loopback pour interface de bouclage. Et suivi du numéro de l'interface de bouclage. On va opter par exemple pour 0. Donc ça signifie qu'un routeur peut avoir plusieurs interfaces de bouclage. Dès qu'on tape cette commande, on va entrer en mode de configuration d'interface de bouclage, config if, et là on va saisir les mêmes commandes que pour une interface physique, donc IP adresse et le suivi du masque, donc suivi de l'adresse suivi du masque et no shutdown. Alors pour x01, on a ici les données, donc ça sera 40.40.40.40/16, donc 2 fois 255.2 fois 0. Donc on peut ne pas faire le shutdown. Pourquoi? Parce que regardez, dès que j'ai tapé la commande interface loopback 0, j'ai un message ici qui me dit que l'interface elle est up directement. Donc je peux le faire comme je peux ne pas le faire. Et là, elle ne sera jamais shutdown. Donc ça c'est pour le premier routeur. On passe au deuxième, donc c'est la même chose. Enable, configure terminal, interface, loopback. Regardez, si je mets un point d'interrogation, j'aurai le nombre d'interfaces loopback que je peux avoir. Donc j'ai de 0 jusqu'à ce chiffre-là. Je peux avoir tout ce nombre d'interfaces logiques au niveau de mon routeur. 0. Regardez, elle est directement up. Et je vais lui attribuer une adresse IP. Donc x2, ça sera 30.30.30.30/16. Donc ça, ce sont juste des exemples. On verra par la suite pourquoi on est en train de configurer d'abord les interfaces de bouclage. C'est aussi la première fois où c'est l'occasion de connaître ces interfaces-là et comment aussi les configurer. On passe au routeur Y.1. Même chose. IP adresse, ça sera 20. 20, 4 fois. Avec un masque toujours /16. On aurait pu aussi donner un autre masque. C'est pas... On aurait pu avoir un /8 ici, un /16 ici, etc. C'est juste un exemple. Et on termine par le routeur Y.2. Interface loopback. IP adresse, donc ça sera 10. Voilà, donc on a terminé la configuration des interfaces logiques. On passe maintenant à une petite explication. Donc pourquoi, au niveau de cet exercice, il est demandé de configurer les adresses IP de bouclage, des interfaces de bouclage, les identifiants des routeurs et les interfaces physiques, donc au niveau des sous-réseaux. Parce que dans le cas d'un réseau à accès multiple, donc comme au niveau du sous-réseau 5, comme j'ai dit, il faut élire un routeur désigné. Maintenant, comment élire ce routeur désigné? C'est en se basant sur des priorités. La première priorité, ça sera l'interface du routeur, la priorité la plus élevée au niveau de l'interface du routeur. Donc si par exemple cette interface est la plus prioritaire, donc ça sera ce routeur-là qui sera le DR. Maintenant, si toutes les priorités au niveau de toutes les interfaces
les 4 routeurs du réseau accès multiple sont ex aequo, donc elles ont la même priorité. Là, on passe à la deuxième priorité de sélection du DR et du BDR, bien sûr. Donc, ça sera l'identifiant du routeur. Maintenant, ça sera comme première priorité l'identifiant du routeur manuellement configuré. Donc, c'est le ID ici. Dans ce cas-là, ça sera X2 qui sera le DR et Y2 qui sera le BDR. Maintenant, si cet identifiant n'a pas été configuré, parce que par défaut, il n'est pas configuré, on passe à ce qu'on appelle les adresses IP des interfaces de bouclage. Donc, ce sera la deuxième priorité. Maintenant, si les interfaces de bouclage ont été configurées, le DR, ça aurait été le X.1 et le BDR, ça aurait été le X.2. On prend l'adresse IP de l'interface de bouclage la plus élevée. Maintenant, si les adresses IP des interfaces de bouclage n'ont pas été configurées, on passe comme troisième priorité aux interfaces physiques. Donc on prendra l'adresse IP de l'interface physique la plus élevée. Et dans ce cas-là, ça sera un des routeurs ici du sous-réseau numéro 5. Si par exemple celle-là c'est 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, on aura Y.2 qui sera le DR, tandis que Y.1 sera le BDR. Donc on a un DR, un BDR, pour le reste ça sera des DR order. Donc normalement, à ce niveau-là, du moment qu'on a configuré les adresses IP de bouclage, donc ça sera l'identifiant qui sera pris en considération lors de la sélection du DR et du BDR. Donc on va essayer de voir cette élection-là avant d'entamer la configuration des identifiants de manière manuelle. Parce que si on le fait, on aura directement le choix via la première priorité qui est l'identifiant configuré manuellement. On passe maintenant à la configuration du réseau. On va commencer par ce routeur. On va commencer par cette interface-là. Interface pass Ethernet 0/0. On va lui donner une adresse IP du sous-réseau numéro 1. Donc ça sera par exemple 1.1. IP adresse avec un masque /24 et on l'allume. Elle s'est allumée. On passe à la deuxième interface. La 0/1. IP adresse, on va lui donner une adresse du sous-réseau numéro 5. On va lui donner 5.1. Toujours avec un masque /24. Et on l'allume, bien évidemment. Voilà, on a terminé la configuration des interfaces au niveau du routeur X1. On passe à X2. On commence par l'interface 0/0. Donc c'est une interface qui appartient au sous-réseau 2. Sous-réseau 2, donc on va piocher une adresse au niveau de la plage obtenue au niveau du sous-réseau 2. Donc 2.1 par exemple. Toujours avec un masque /24. On l'allume. On quitte le mode de configuration de cette interface. On rebascule vers le mode de configuration de la prochaine interface, à savoir la 0/1, celle qui fait partie du sous-réseau 5. On va prendre la deuxième adresse parce que la première adresse a été prise par X1. IP adresse, ça sera 5.2. Toujours un masque /24. On allume l'interface. On a terminé avec la configuration du routeur X2. On passe à Y1. On commence par l'interface 0/0, celle qui est reliée au LAN. Elle fait partie du sous-réseau numéro 3, donc on va lui donner une adresse du sous-réseau numéro 3, donc 3.1. Toujours avec un masque /24. Et on n'oublie pas d'allumer l'interface. On configure la deuxième. Elle fait partie du sous-réseau 5. On va prendre la troisième adresse. .5.3. Et on l'allume.
On termine avec le quatrième routeur. 0/0. Elle fait partie du sous-réseau 4, donc ça sera 4.1. Toujours mask/24. Et on l'allume. On configure la dernière interface, la 0/1. Elle fait partie du sous-réseau numéro 5, donc on va lui donner la quatrième adresse. .5.4. Et on l'allume. Voilà. On a terminé avec la configuration des équipements intermédiaires. On passe à la configuration des équipements terminaux. Donc ça sera une adresse du sous-réseau 1. Par exemple, .10/24. Et la passerelle, ça sera l'adresse IP de l'interface du routeur X.1. Donc 1.1. C'est ce qu'on avait mis au niveau de la configuration de cette interface. On passe à celui-là. Il fait partie du sous-réseau 2. Donc ça sera 2.10 par exemple. Voilà. Et 2.1 pour la gateway. Y.1, le PC Y.1 qui fait partie du sous-réseau 3. Donc 3.10/24 et 3.1 comme passerelle. Et enfin le PC Y2. Donc il fait partie du sous-réseau 4. 4.10. 4.1. Tout simplement. On a terminé avec la configuration des équipements terminaux. On passe maintenant à la configuration du routage dynamique OSPF. Pour configurer le routage OSPF, il faut basculer en mode de configuration de routage OSPF. Donc ça sera routeur OSPF suivi du numéro de processus OSPF. On va opter pour 1. Donc c'est un chiffre qui est local. Donc ici on aurait pu mettre 1, là on peut mettre 2, 3, 4, etc. Donc il n'y a pas lieu d'unifier le numéro du processus au niveau de OSPF. Dès que j'ai tapé cette commande, je suis passé en mode de configuration du routeur, config router, et là je vais annoncer les réseaux qui sont directement connectés à mon routeur. Pour X1, donc il y a les réseaux 1 et 5. Network, l'adresse du réseau, .1.0 avec masque inversé. Donc 3 fois 255.0 est équivalent à 3 fois 0.255. On n'oublie pas de spécifier la zone au niveau de laquelle on est en train de travailler. C'est la zone backbone, donc area 0. On annonce le deuxième réseau, donc c'est le 5.0 avec le même masque et qui fait partie aussi de la même zone. On a cette interface Fast Ethernet 0/0 qui doit être configurée comme étant une interface passive. Donc Passive Interface Fast Ethernet 0/0. Donc pas la peine d'émettre des messages de routage au niveau de cette interface parce qu'il n'y a pas un routeur qui est en face. Il y a uniquement des PC, il y a un LAN, et donc pas la peine que les équipements terminaux reçoivent les messages de routage. Donc ça va en même temps encombrer le réseau, et aussi ça peut créer un problème lié à la sécurité ou bien à la confidentialité. C'est tout ce qu'il faut faire au niveau du routeur, donc au niveau de la configuration de OSPF. Ici, ça sera la même chose, routeur OSPF ID du processus, et je vais annoncer les réseaux qui sont directement connectés au routeur X2. Donc il y a le sous-réseau 2 et 5, .2.0, masque inverse et zone 0. Et le réseau 5. Et une interface passive qui sera la 0/0, qui est reliée à un réseau local. J'ai oublié le mot-clé. Fast Ethernet, pardon. Attendez. Fast Ethernet 0/0. Qu'est-ce qu'on remarque ici? Regardez, il y a déjà des messages d'adjacence qui sont en train d'être reçus. Donc, X2 connaît maintenant X1 comme étant un routeur voisin. C'est bon.
On passe maintenant au routeur Y.1, routeur OSPF 1. On va annoncer les réseaux qui sont directement connectés au routeur Y1, à savoir les sous-réseaux 3 et 5. On va écrire leurs adresses IP. Point 3.0 avec masque inverse et la zone backbone. Et le réseau 5, bien évidemment. Et spécifier Fast Ethernet 0/0 comme étant une interface passive. Regardez, je reçois des messages d'adjacence. J'en ai reçu 2. Même chose ici. Alors, le routeur Y2 est relié au réseau, est directement connecté au réseau 4 et 5. Network. Zone 0 et le réseau 5. Et Fast Ethernet 0/0 comme étant une interface passive. Je suis en train de recevoir des adjacences. Donc pour que 2 routeurs puissent être adjacents, donc il faut qu'il y ait OSPF qui soit configuré des 2 côtés. Il doit y avoir aussi une authentification qui est unique ou bien pas d'authentification. Donc si on n'opte pas pour l'authentification, c'est OK. Et si on opte pour l'authentification, elle doit être commune, c'est-à-dire que ça sera le même mot de passe qui est utilisé au niveau des 2 interfaces des 2 routeurs, ou bien la même fonction de hachage, etc. Donc c'est selon ces critères, et bien sûr il faut appartenir au même réseau logique et physique. Et ce sont ces critères qui vont faire en sorte que 2 routeurs puissent communiquer entre eux et être voisins OSPF. Voilà pour la configuration de OSPF maintenant. On va faire accélérer le temps pour que les adjacences se forment directement. Maintenant, ça serait intéressant de voir le contenu de la table de voisinage. Routeur, show, IP, OSPF, neighbor. Show IP OSPF neighbor, à titre de rappel, ça permet d'afficher la table de voisinage, ou bien la base de données de contiguïté. Je clique sur entrée, qu'est-ce que j'ai? J'ai 3 entrées au niveau de ma table. J'ai 3 routeurs qui sont voisins. Regardez, il y a le routeur avec le ID 30, 20 et 10. Qu'est-ce que ça vous rappelle? Ça vous rappelle les adresses IP des interfaces de bouclage des 4 routeurs qui sont ici. Et donc le ID ici, on n'a pas pris l'adresse IP de l'interface physique, donc les 5.2, 5.3, 5.4, regardez, ce sont les adresses, mais comme ID, nous avons pris le loopback, parce que loopback est prioritaire à une interface physique. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a l'état. Donc on a l'élection du BDR, DR order, DR order. Donc le BDR c'est le 30, ce qui veut dire que moi-même, le routeur au niveau duquel je suis en train d'ouvrir le terminal, c'est le DR. Si on va tester l'affichage de la table au niveau de ce routeur-là, par exemple, show IP OSPF neighbor, regardez, j'ai le DR c'est le 40, le BDR c'est le 30, 20 c'est un DR order. Et moi je suis le 10, donc je suis aussi un DR order. Et donc j'ai pris l'adresse IP de l'interface de bouclage la plus élevée pour pouvoir faire l'élection du DR. Donc c'est le 40, suivi du deuxième plus grande adresse, qui est l'adresse 30, 4 x 30, et c'est le BDR. Voilà. Si les adresses IP de loopback n'ont pas été configurées, on aurait pris les adresses IP physiques. Donc le 5.4 aurait été le DR, et le 5.3 aurait été le BDR. Et le 5.1 et le 5.2 auraient été des DR order. Maintenant, on peut aussi afficher la table de routage. Show IP route. Qu'est-ce qu'on a ici? On a des lignes pour connected. Regardez, on a 3. Donc, il y a les 2 connected physiquement. Et il y a le loopback, maintenant qui a été inséré. Regardez, on a ici loopback.
il y a le réseau 1.0, il y a le réseau 5.0, donc sous réseau 1 et 5. Pour les 3 autres réseaux qui sont distants, on les a appris via OSPF. OSPF parce qu'il y a le symbole type O. Donc dès qu'il y a une entrée avec type O, on sait que c'est une entrée qui a été apprise par le protocole OSPF. Regardez, on a ici les différents symboles avec leur signification. Donc O pour OSPF. Et ici, on a la métrique de OSPF et la distance administrative. Regardez, vous avez 110 comme distance administrative. C'est la distance administrative de OSPF par défaut. On sait très bien qu'on peut aussi la changer au niveau de la configuration. Donc, ça sera au niveau du mode de configuration du routage, distance suivie de la nouvelle distance administrative. Et ça, c'est le 2. Donc, le 2, c'est le coût. Donc, c'est le résultat de la division de la bande passante de référence sur la bande passante de l'interface. Tout simplement. Et maintenant, si je teste le ping au niveau de PC pour voir que la connectivité est totale, je vais essayer de pinguer les différents PC. Donc ici, c'est le sous-réseau 2, 2.1, 2.10 pardon pour les PC. On va attendre un peu parce qu'il y a ARP qui est en train d'être exécuté en background. Regardez, on a reçu des replies positifs. On a un ping qui marche à 75%, on a 25% de perte pour le premier. Si on reteste maintenant, on aura un succès à 100%, donc 0% de perte. Si je veux joindre maintenant le PC qui est là, donc le sous-réseau 3, donc ça sera l'adresse 3.10. Voilà, il y a ARP qui se fait, voilà, donc ça marche aussi. Si je reteste, ça marche. Et là, j'ai le réseau 4, donc ça sera 4.10. Très bien, donc, on a pu avoir une connectivité totale grâce à OSPF au niveau d'une seule zone. Maintenant, on va s'intéresser un peu à ce ID qui est configuré de manière manuelle. Donc, si on configure cet ID au niveau des 4 routeurs, ce qui va se passer, c'est que ça sera l'ID qui sera pris en considération pour l'élection des DR et BDR. Et donc, le DR, ça sera le routeur X2 et le BDR, ça sera le routeur Y2. Ça va changer par rapport à ce qui a été trouvé au niveau de l'élection concernant les interfaces logiques. Donc regardez, j'ai un peu changé l'ordre pour qu'il n'y ait pas toujours le même routeur qui est toujours DR et l'autre qui est BDR. Alors pour configurer l'identifiant, il faut basculer en mode de configuration de routage, routeur OSPF1, donc dans config router, et on va saisir l'ID. Donc ça sera via la commande routeur-6 ID et on va lui donner l'ID. Pour ce routeur là, ça sera 2.2.2.2. Qu'est-ce que j'ai ici? On me dit reload or use clear IP OSPF process command for this to take effect. Ça veut dire que ma configuration ne va pas prendre effet immédiatement. Donc si je reteste la commande show IP OSPF neighbor, je vais toujours avoir le même DR et BDR. Qu'est-ce qu'on a dit au niveau du cours? C'est que même s'il y a un nouveau routeur qui intègre le réseau à accès multiple, et même s'il a un identifiant qui est supérieur, il ne sera pas pris comme étant un nouveau DR ou bien un nouveau BDR. Pour qu'il y ait une nouvelle élection du DR, pour qu'il y ait une nouvelle élection, il faut que du DR par exemple, donc il faut que le DR actuel tombe en panne. Si le DR actuel tombe en panne, ce sera le BDR qui prend directement sa place. Donc pour qu'il y ait une nouvelle élection carrément, il faut que le BDR aussi tombe en panne pour qu'il y ait une nouvelle élection parmi les DR order. Pour l'instant, on va juste modifier les ID au niveau de tous les routeurs et on va revoir les tables de voisinage. Routeur OSPF 1, routeur ID, donc pour X2, ça sera 4. Même chose, j'ai le même message. Je passe à Y1.
router ID, donc ça sera le 1. Donc l'ID, il est sur 32 bits. OSPF 1, router ID, donc ça sera le 3. Qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de taper la commande clear IP OSPF process. Donc cette commande, elle va permettre de tuer le processus OSPF qui est en cours. Donc dès qu'on tue le processus OSPF qui est en cours au niveau des 4 routeurs, en même temps bien sûr, on va faire une nouvelle élection. Et donc on va maintenant prendre en considération le nouveau ID qui a été configuré de manière manuelle parce qu'il est prioritaire par rapport à l'interface de bouclage la plus élevée. Donc c'est selon les différentes priorités pour l'élection du DR et BDR qu'on a vu en cours. Donc on va taper cette commande, clear IP OSPF process. On nous dit reset all OSPF processes. Il faut juste répondre par yes. Donc on ne va pas la lancer directement parce que si on la lance et on tarde un peu au niveau des autres routeurs, il va y avoir l'élection alors que Head ou moi, on n'a pas encore terminé les processus. IP OSPF process. Je tape juste sur yes, je ne clique pas sur entrée. Et je termine par celui-là. Je tape entrée, regardez, il y a des détachements. Voilà, regardez. Interface down or detached. Donc il n'y a plus de contiguïté, il n'y a plus de voisinage. Il faut maintenant refaire, réexécuter l'algorithme. Voilà. Je suis en train de recevoir de nouvelles adjacents. Je vais un peu accélérer le temps. Et je vais revoir le contenu de la table de voisinage. Show IP OSPF neighbor. Regardez maintenant. Le ID maintenant, c'est l'ID qui a été configuré de manière manuelle. On n'a plus les adresses IP des interfaces de bouclage. Et remarquez le nouveau DR maintenant, c'est 4.4.4.4. Donc c'est le X2. Et le BDR, c'est celui qui a un identifiant 30, donc le Y2. Pour les autres, ce sont des DR order. Ce n'était pas le cas au niveau de la précédente table de voisinage. Donc on a une nouvelle élection qui s'est faite. On l'a forcé en simulation en supprimant en redémarrant tous les processus OSPF. On a forcé une réélection. Mais dans le cas pratique, si on force pas ça, il y aura toujours le même DR et BDR. Donc il y aura l'élection que si le DR tombe en panne. Dans ce cas-là, il y aura le BDR qui prend sa place directement. Donc on ne va pas voir les autres DR odeurs. Pour qu'il y ait une nouvelle élection du DR et du BDR, il faut que les deux tombent en panne. Voilà. Donc voilà pour la configuration d'OSPF v2. Donc il y a beaucoup de tables à gérer. Il y a la table topologique, la table de voisinage, la table de routage. Donc comparant à RIP v2, c'est un peu plus compliqué. Il y a aussi cette notion de zone. Il y a aussi un algorithme de calcul de chemin le plus court qui est assez gourmand. Donc plus le réseau est grand, plus c'est un peu lent. C'est pour ça qu'on a opté pour la notion de zone. C'est pour limiter l'utilisation de cet algorithme et pour avoir des convergences qui sont assez rapides et aussi pour avoir des tables de routage qui ne sont pas vraiment hyper grandes. Parce que au niveau de SPF, on n'a pas cette limite de routeur fixée à 16, par exemple, comme RIBVD. On peut avoir autant de routeurs qu'on veut. Donc si on a une grosse topologie, ça peut créer une convergence qui est assez lente. C'est pour ça qu'on a opté pour la notion de zone. Donc on verra la notion de zone au niveau de l'exercice prochain.